Bonjour. Il est à peu près 17 heures et passé quelques minutes. Je vous propose de commencer. Donc Mathieu Blandin, je suis directeur de la stratégie chez Valemo, donc collègue que vous allez voir sur la table ronde, et également un des administrateurs d'Aquitaine Blue Energy, qui est cluster dédié au développement du contenu local sur la Nouvelle-Aquitaine et qui travaille étroitement avec d'autres clusters. Et donc l'organisation m'a proposé d'animer cette table ronde, ce qui est pour moi une grande première. Donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent. Donc l'éolien offshore flottant, on en parle beaucoup en ce moment dans la presse. On a des élus vendéens cette semaine qui sont allés faire un tour en Écosse pour voir qu'est-ce qui pouvait se faire dans le flottant pour que les éoliennes soient moins proches de la côte. Ça peut être une bonne idée, ça peut être aussi un certain nombre de contraintes pour les différents opérateurs. On entend beaucoup parler du flottant parce que sur les 45 gigawatts qui sont annoncés d'ici 2050 dans l'éolien en mer en France, on imagine qu'il y a à peu près 2/3 qui vont être dans du flottant, pour du flottant, hein, donc depuis le nord de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée en passant par la façade atlantique. Et tout ça, ça nourrit énormément d'espoir industriel. C'est soutenu par l'ADEME hein, qui lance un appel à projet doté de 200 millions d'euros qui vont être tirés du programme France 2030. Et donc on a un certain nombre d'opérateurs qui vont pouvoir se positionner sur ces marchés-là. L'ensemble de la filière est globalement confronté à un certain nombre d'enjeux en termes de planning, puisqu'on entend parler de l'éolien. On a la chance de voir les premiers parcs éoliens qui sortent en France, mais on subit également un certain nombre de décalages qui ne sont pas innocents, on va dire, sur le déroulement industriel de l'activité. Et donc derrière, cela a aussi des répercussions en termes de contenu local industriel. Donc l'ensemble de ces enjeux, on va essayer de les aborder ensemble. Donc on a un panel de 6 intervenants qui est assez représentatif finalement de notre écosystème. Antoine Monteillet, qui représente France Renouvelable, va pouvoir nous dresser un panorama assez général de l'éolien. Et puis ensuite, avec le port de Bordeaux et le port de Marseille, on va pouvoir, avec les regards de 2 façades maritimes différents, pouvoir aborder les sujets portuaires qui vont être consolidés ensuite plutôt sur le volet industriel. Donc à la fois sur la partie exploitation-maintenance, puisqu'Aurélie, ici présente, va pouvoir nous donner les points saillants en fait, entre l'éolien offshore posé et flottant, puisqu'il va y avoir des répercussions un peu plus spécifiques quand on va s'éloigner de la côte, quand on va avoir d'autres navires. Et puis derrière, tout ce que ça peut entraîner en termes d'enjeux sur l'emploi et la formation. Mathieu Roualdès de BW Ideol va prendre la parole également pour nous dresser un petit peu le paysage industriel, les enjeux qu'on va avoir derrière, depuis l'assemblage de flotteurs jusqu'à leur mise à l'eau, l'équipement des éoliennes sur les flotteurs, les stockages des zones tampons avant que ce soit déployé en mer. Donc tout ça, c'est un schéma industriel assez compliqué à mettre en œuvre et à anticiper. Et puis enfin, on terminera ce panel avec Marine Monceau qui représente France Offshore Renewable, qui est en fait une marque qui regroupe l'ensemble des clusters industriels que l'on a en France et qui promeut, on va dire, collectivement le développement du contenu local industriel sur les territoires et qui nous fera part des attentes en fait, de ces clusters qui représentent majoritairement des TPE, des PME et des ETI. Voilà. Antoine, je te propose, si tu veux bien, nous dresser les enjeux, s'il te plaît. Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Mathieu, il y a un objectif extrêmement ambitieux qui a été affiché par l'État de 45 gigawatts à 2050. C'est très important pour la filière, c'est quelque chose qui a été demandé depuis de nombreuses années, c'est d'avoir de la visibilité sur le développement de ces projets. Donc, pour répondre très brièvement à la question sur comment se préparer au marché du flottant, avoir de la visibilité déjà sur les projets qui arrivent, c'est essentiel. Et cette visibilité, elle commence par une planification de ces projets dans l'espace maritime. C'est un exercice qui est en cours, encadré par le débat public actuellement. Et donc les syndicats que je représente aujourd'hui, France Renouvelable et le syndicat des énergies renouvelables, ont participé, ont contribué à ce débat public par une cartographie. Donc ce que vous voyez à l'image, c'est la répartition des parcs qui est proposée par les syndicats. Alors c'est une proposition, une contribution parmi d'autres. La démarche, et ce qui a amené à cette cartographie, c'est donc 45 gigawatts, c'est à peu près 50 parcs éoliens en mer. Il y en a aujourd'hui un certain nombre qui sont construits en construction ou en appel d'offres. Et donc la démarche, c'est d'en identifier 33 nouvelles zones. Et donc pour identifier ces 33 nouvelles zones, on a cheminé avec les contraintes existantes, des contraintes militaires, des contraintes d'usage, des contraintes environnementales. Et on a essayé de répartir de manière assez équilibrée
ces parcs-là sur les 3 façades maritimes, donc Méditerranée, Atlantique et Manche-Est, mer du Nord, avec évidemment, de par la nature géographique, une concentration un peu plus importante des projets sur la façade nord-atlantique, Manche-Ouest. Mais l'objectif a vraiment essayé de les répartir. Donc voilà, il y a à peu près 50 gigawatts là, qui sont représentés avec des ajustements et des marges de manœuvre pour pouvoir décaler ou supprimer certaines zones. Et donc la moitié de ces projets se situeraient sur la façade atlantique, avec, comme le disait Mathieu, 2 tiers de projets flottants. Donc c'est des enjeux industriels qui sont extrêmement importants. Et pour aussi aller un peu plus loin sur le raisonnement de se préparer au marché du flottant, il y a aussi le marché du posé à réussir. Et on est en ce moment dans plusieurs procédures d'appel d'offres qui s'éternisent. Donc ce que la filière demande aussi, c'est de pouvoir avoir des procédures qui soient un peu plus rapides. Et au-delà de ces procédures, c'est aussi pouvoir assumer les enjeux industriels qui sont derrière ces projets-là. Juste quelques chiffres pour illustrer ces propos-là à l'échelle européenne, pas uniquement à l'échelle française. Mais pour atteindre les objectifs de l'Union européenne sur l'éolien offshore posé, il faudrait multiplier par 2 le nombre d'usines d'éoliennes existantes, multiplier par 4 le nombre d'usines de fondation et par 2 le nombre de navires d'installation, si on veut conserver cette filière européenne. Donc c'est un des enjeux industriels extrêmement importants, parmi d'autres sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Mais voilà, pour poser un peu le contexte, il y a d'une part cette contribution, cette visibilité qui est demandée, et d'autre part cet effort industriel à réaliser pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Merci. Cette carte, elle a été présentée il y a quelques jours, en fait, mise en contribution dans le cadre du débat public La mer en débat. Comme sur l'ensemble des façades, en fait, les syndicats nationaux participent. Je voulais savoir, toi, en fait, quelle était ta perception, un petit peu ton ambiance, enfin la perception de l'ambiance que tu as sur les différentes réunions auxquelles tu participes. Alors déjà, on a observé que c'était un exercice assez inédit quand même de faire ce débat public sur toutes les façades, d'aborder différents enjeux. Il n'y a pas que l'éolien offshore, même s'il est assez central dans les discussions. D'avoir aussi un format de réunion extrêmement différent. Il y a des réunions publiques, il y a des réunions sur le terrain, il y a des webinaires, là, ce soir, il y a la parole qui est donnée aux élus de Charente-Maritime pour donner leur avis sur cette planification-là. Donc on a vraiment un panorama assez large de contributions. On a constaté une mobilisation assez importante. Maintenant, la question, c'est sur quoi ça va aboutir. On attend des zones de la Commission nationale du débat public, on attend des zones de la part de l'État aussi, qui seraient les premières bases de discussion pour pouvoir arriver à cette planification. D'accord. Et donc sur cette carte, en fait, on voit un certain nombre de zones, donc ce sont les zones en jaune, qui sont celles qui sont proposées, qui sont un scénario qui est intermédiaire, on va dire, parmi ceux travaillés par la filière. En termes de planification, comment est-ce que les choses sont envisagées par la filière, et puis également en termes d'attente, notamment vis-à-vis de l'État, puisque c'est l'État qui lance les appels d'offres. En fait, voilà, au niveau de France Renouvelable ou du CER, comment est-ce que vous exprimez les choses? Alors, sur ce que je disais, il y a un besoin d'avoir des cartes. On ne pourra lancer et accélérer les procédures en cours que si on sait où seront les projets. Il y a aussi une démarche de mise à jour et de faire évoluer le cahier des charges existant. Alors, on attend les dernières versions des cahiers des charges sur les procédures existantes, ça fait déjà longtemps. On l'appelle de nos voeux depuis longtemps, mais on aimerait aussi que ces cahiers des charges puissent évoluer. Si on veut conserver, je le disais, une filière industrielle, il faut qu'on arrête de vouloir tout miser sur le prix, mais essayer de faire évoluer un peu les critères. Et puis sur la manière dont la filière a construit ce raisonnement, je le disais tout à l'heure, il y a une somme d'enjeux industriels qui ont été pris en compte, mais il y a aussi des enjeux environnementaux. Il y a aussi le débat public a permis de faire connaître tous les enjeux environnementaux qui sont sur la façade. À ce stade des projets, on arrive à les prendre en compte et à appliquer ce qu'on appelle l'évitement de certaines contraintes. Et ce travail sera fait de manière beaucoup plus fine sur les étapes postérieures au projet. Au niveau portuaire, en fait, puisqu'on voit que un des enjeux majeurs de ces projets-là, ça va quand même d'assurer un déploiement industriel. Jean-Frédéric Laurent, donc directeur général du Grand Port de Bordeaux, il y a une démarche très intéressante qui a été mise en place en Nouvelle-Aquitaine avec Aquitania Port Link. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur l'état d'esprit un petit peu de cette organisation qu'on trouve, et puis voir comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans le paysage peut-être de la façade atlantique? Alors déjà, Aquitania Port Link, c'est une
association interportuaire qui a... j'ai pas de slide, donc cherchez pas. Si, je crois qu'il y en a un petit. On a dû mettre peut-être un petit logo. Association interportuaire qui a vocation donc à coordonner l'action entre les ports de Nouvelle-Aquitaine, mais au-delà de l'éolien offshore. Mais l'éolien offshore, une association récente puisqu'on l'a créée il y a à peine 2 ans, s'est imposé comme étant un sujet majeur pour nous dans les années à venir. Majeur à plusieurs titres. Premier titre, vous l'avez montré au travers des cartes, parce qu'on a l'un des potentiels dans la façade atlantique les plus importants en éolien offshore, soit en posé ou en flottant. Donc un enjeu industriel, un enjeu logistique et portuaire essentiel. Et puis, on a aussi, face à ces projets, des ports qui ont des capacités très variées. Et on s'est rendu compte au fil de l'analyse que nous n'étions pas individuellement en mesure de répondre à la totalité des besoins exprimés par la filière et par l'installation des champs éoliens, et notamment, on y reviendra peut-être, dans l'éolien flottant. Donc on a décidé de se coordonner, dans un premier temps au niveau des ports de Nouvelle-Aquitaine, donc avec La Rochelle qui bénéficie d'une expérience en matière d'éolien posé, Bordeaux, Tonnet-Charente et le port de Bayonne. Donc on a lancé un certain nombre d'études, d'analyses de nos capacités, de nos infrastructures portuaires. Le deuxième enjeu auquel on s'est très vite confronté, c'est la masse des investissements qu'il y a à réaliser. Cette masse d'investissement, elle est considérable, elle est quasiment de l'ordre de l'équivalent de ce qu'on investit pour nos infrastructures portuaires traditionnelles. On est quasiment obligé d'investir autant pour le potentiel de l'éolien offshore que pour le fonctionnement classique de nos infrastructures. Donc c'est un mur d'investissement qui est majeur et pour lequel aujourd'hui les perspectives ne sont pas complètement stabilisées. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans le cadre de vos appels d'offres en tant qu'industriel, en tant que développeur, mais en tant que port, on a ce questionnement de savoir comment on va financer ces infrastructures, comment on va les utiliser et à quoi elles vont servir dans la perspective de ces installations à l'horizon 2040 ou 2050. Et là, on rejoint vos préoccupations qui sont de dire on a non seulement besoin d'un zonage qui nous montre le potentiel d'activité, mais on a aussi besoin d'un calendrier. Un calendrier qui devra être respecté, donc on a besoin aussi de procédures claires. Et puis on aurait aussi besoin de savoir comment est traitée la logistique dans les appels d'offres. Parce que jusqu'à présent, c'est laissé de manière relativement libre en matière d'éolien posé. Dans l'éolien offshore, étant donné la dimension et l'importance cruciale de cette logistique, que ce soit des infrastructures portuaires, que ce soit de la logistique industrielle, que ce soit de l'assemblage, que ce soit des zones de mouillage que vous avez évoquées tout à l'heure avant l'installation, on est dans des dimensionnements qui sont énormes. Donc on a besoin de visibilité, on a besoin d'avoir une feuille de route assez claire pour savoir ce qu'on va devoir nous mobiliser en termes d'infrastructure, en termes de moyens. Ça a été évoqué rapidement ce matin en matière de manutention, parce qu'à cette échelle, ça ne peut pas s'improviser. C'est totalement impossible. Certains ports s'y préparent, et je laisserai la parole à mon voisin qui est un peu plus avancé que nous sur ce sujet, mais je reviens sur ces sujets qui pour nous sont majeurs, visibilité en termes de potentiel, mais aussi et surtout en matière de calendrier, et puis on y reviendra peut-être, puisque vous l'avez évoqué, il y a l'appel d'offres de l'ADEME sur les infrastructures portuaires, en matière de financement. J'ai une dernière question qui est assez, on va dire, façade atlantique, avant de passer la parole à Marc. Il y a eu des annonces il y a 1 an et puis il y en a une autre là, il y a 10 jours sur des choix industriels qui sont opérés par des candidats aux appels d'offres, notamment pour réserver des capacités industrielles, notamment en Espagne. Je pense à Féné et encore la Corogne, là, qui a été citée il y a 10 jours. Tu vas parler de calendrier. Est-ce qu'on a un peu une course contre la montre? Est-ce que finalement, est-ce qu'on va être dans la concurrence? Est-ce qu'on va être dans la complémentarité? Enfin, c'est quoi, en fait, l'idée derrière ça? C'est une question difficile parce que course contre la montre, oui. Et on le sait, chez nous, développer des projets de cette ampleur-là, ça prend du temps. Pour tout un tas de raisons, on ne va pas évoquer ici, mais ça prend du temps, donc il faut s'y prendre. Si l'horizon c'est 2030, pour l'éolien flottant, c'est maintenant qu'il faut commencer ce type de projet. Ça, c'est une première réflexion. Donc effectivement, c'est une course contre la montre. Et c'est très bien qu'on puisse commencer aujourd'hui à travailler sur la question du financement des infrastructures. Deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est la question du
prépositionnement. C'est un peu ce que vous évoquez dans votre question. Je pense que là, il y a diverses stratégies possibles. Il y a la stratégie de se dire on va confier une plateforme d'installation à un opérateur qui ensuite pourra ou non travailler avec les différents développeurs qui seront sélectionnés sur les champs éoliens offshore posés ou flottants. C'est une stratégie. Puis il y a d'autres stratégies qui consistent à préparer des infrastructures portuaires et à les attribuer au fil de l'eau. Mais là, ça pose une deuxième question, c'est la question de la stabilité, de la visibilité en termes d'exploitation de ces infrastructures, où on va a priori connaître des périodes où elles seront très utilisées, voire surutilisées, puisque c'est très mobilisateur, l'éolien offshore, et puis peut-être des périodes, si le calendrier n'est pas aussi bien prévu et tenu qu'on l'espère, des périodes où elles ne seront pas utilisées du tout. Donc c'est un vrai questionnement et c'est quelque chose sur lequel on doit, à mon sens, réfléchir très en amont pour avoir une vraie perspective de développement d'infrastructures relativement lourdes. Merci. Je propose de passer à la Méditerranée, Marc, puisqu'il y a un projet très ambitieux qui a été évoqué il y a quelques semaines, qui s'appelle le projet DEOS. Toi, tu es historiquement très impliqué dans le développement autour de Fos-sur-Mer depuis Vertiwind, tu m'as dit, donc un des pionniers, on va dire, en Méditerranée sur les sujets de l'offshore flottant. Donc, tout à fait. Tu peux nous en dire davantage? Oui. Alors, tu as les slides? La zapette. Alors, la zapette doit être par là. La zapette, elle marche pas? Si. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est la fin, ça, non? Ça va être tout la fin, ça. Alors moi, je suis tout à la fin. Alors, non. Normalement, il faut remonter. On les a classés. Alors, il y a quoi? Voilà. Donc, alors, si on fait je te laisse. Je ne vois pas ce qui est à l'écran. Bon, alors, si vous voulez, juste pour anticiper les slides, voilà. Ah voilà, superbe. Donc, le grand port maritime de Marseille, le port de Marseille-Fos de son nom commercial, est un port multitrafic. Bon, rien de bien nouveau. Je vous ai mis les chiffres, c'est pas tellement pour vous parler de ce qu'on fait au quotidien, c'est pour vous mettre en avant que c'est un port d'énergie. Aujourd'hui, l'essentiel, 60% des trafics, c'est du vrac liquide. Pour dire ça simplement, c'est 41 millions de tonnes d'énergie fossile. Et donc, cette question énergétique est au cœur des enjeux stratégiques du port. Et dans notre vision stratégique, on entend rester un port d'énergie et notamment de créer un hub énergie. C'est aussi une zone industrielle portuaire qui génère les trafics de vrac solide que vous voyez là derrière nous, entre autres. Et on est un port qui cherchons à développer, à se réindustrialiser par la décarbonation. Au croisement de ces deux intentions, on retrouve l'éolien flottant, qui pour nous peut constituer une nouvelle filière industrielle de production d'énergie. Alors, ça, c'est notre vision, mais sur quoi s'appuie cette vision? Elle s'appuie sur une étude de marché de l'éolien en Méditerranée. On va imaginer que la façade atlantique n'est pas atteignable à partir de la Méditerranée, même si ça communique. Et donc, on adresse un marché qui est un peu spécifique, c'est la Méditerranée occidentale. Donc, vous avez les chiffres au-dessus de nous, on a les perspectives, on a 1,6 gigawatts d'annoncés avec les AO5, AO6 et leur extension. On a les objectifs que vous connaissez tous. Et dans le best case, et je rejoins mes interlocuteurs précédents, il nous faut cette visibilité, mais si on cumule les chiffres, on arrive à plus de 7 gigawatts, ce qui, petit calcul basique, sur des éoliennes de 20 mégawatts, donne les volumes adressables là-haut à un horizon de à peu près 1000 appareils à l'horizon 2035, et on peut monter jusqu'à 3000 pièces à construire à l'horizon 2050. Donc on a un potentiel de marché en termes de volume, si tout va bien, qui permet d'imaginer l'implantation d'une filière industrielle. Et si on veut vraiment réaliser ce développement, il va falloir une filière industrielle. On ne peut pas faire ce qu'on a fait sur les fermes pilotes. Il nous faut des outils de production de flotteurs à l'échelle industrielle, ne serait-ce que pour avoir un coût final compétitif qui réponde aux demandes des AO. Et donc, on a essayé, une fois que ce marché est établi, de voir un petit peu quelle serait la zone de chalandise du port de Marseille. Et donc, vous avez ici, derrière moi, le spectre sur lequel
on pense pouvoir adresser, de par une implantation industrielle à Fos, le développement, les futures fermes qui seront développées. Alors, si on trouve qu'en France, la visibilité n'est pas bonne, et on pourra discuter, c'est encore plus compliqué quand on regarde chez nos voisins. Les Italiens, a priori, fonctionnent différemment que nous, alors qu'ils ont des potentiels, a priori, sur la façade ouest de la Sardaigne, Sicile, assez importants, des gisements de vent assez importants. L'Espagne, c'est encore plus compliqué, et en plus, ils ont des capacités portuaires, on a un petit peu évoqué la question, qui peuvent être concurrentes. Donc on a une zone de chalandise qui se situerait, telle que vous voyez, dans les zones rouges de cette cartographie. Mais là encore, en croisant ceci avec les volumes qu'on identifie, on pense et on croit qu'il y a une filière industrielle possible à monter. Et donc, on y travaille. Alors, avant de venir, en préparant ces slides, j'ai regardé dans mes archives. En fait, ça fait 20 ans. Ça passe vite, mais ça fait 20 ans. Il y a un projet que certains ont connu. J'ai retrouvé une image d'éoliennes. Et il y avait une illustration graphique de champs d'éoliennes flottantes. Et ça fait 20 ans, en 2024. Non, 10 ans, que je dis, ça fait 20 ans, 25 ans. Mais en fait, c'est pas tout à fait nouveau. On peut zapper, on peut continuer. C'est pas tout à fait nouveau. On y réfléchit depuis longtemps. On a fait PGL, on a fait les fermes pilotes. On passe aujourd'hui sur quelque chose de plus important. On passe à l'échelle industrielle. Et nos équipes ont travaillé dans un environnement industriel qui est existant, avec ce qui est présent aujourd'hui à Fos, les capacités de fabrication, Caen, Eiffage et compagnie. On a identifié une zone, on a cette chance-là d'avoir de la réserve foncière, bord à quai, alors bord à eau, puisqu'il n'y a pas de quai, mais on entend le travailler, et ceci nous donne, le slide suivant, ceci nous donne le projet d'EOS, qui a été présenté, qui va être encore plus développé, d'un terminal dédié à une filière de l'éolien flottant, 75 hectares, répartis en 3 zones. Une zone dédiée au stockage d'ancrage et de lignes, une zone dédiée à la fabrication des flotteurs, dans une échelle industrielle, et une zone dédiée à l'assemblage. Donc 850 mètres linéaires de quai, un point pivot à, je crois, 30 tonnes de pression à 35 mètres carrés pour les éléments de levage, une souille. L'idée, c'est de faire une souille au droit du quai de fabrication des flotteurs. À cet ensemble terrestre, il y a un ensemble maritime, c'est-à-dire qu'on a imaginé une zone de 45 hectares pour le stockage des flotteurs à l'eau. Commissioning aussi. Alors comme je suis pressé par le temps, je vais vite. Et donc, modulo toutes les réserves qui ont été émises et clairement annoncées, partagées par mes prédécesseurs. Voici le calendrier qu'on pourrait mettre en œuvre. Évidemment, ceci est théorique, mais j'espère que je serai là dans quelques temps pour vous le présenter réellement. Mais l'idée, c'est bien d'être au rendez-vous pour 2030. Merci beaucoup, Marc. Hop là, on va enchaîner maintenant sur la partie plus opérationnelle, parce qu'une fois que les éoliennes sont mises à l'eau, on les remorque un peu plus loin et on va toucher à d'autres enjeux. Du coup, Aurélie, si tu veux bien nous dresser un petit peu ton analyse, déjà nous présenter un petit peu qui tu es, et puis par rapport aux sujets sur lesquels tu peux être confronté en termes d'ingénierie de maintenance très en amont, et puis de partie plutôt opérationnelle, comment les choses se présentent d'un point de vue de l'exploitation et de la maintenance. Oui, donc pour vous présenter Valemo en quelques mots, on est une société qui travaille dans l'opération et la maintenance d'assets d'énergie renouvelable, et on est en mer depuis 2014, donc à essayer de participer à tous les efforts qui sont faits sur les énergies marines renouvelables en France. Aujourd'hui, on a 135 salariés, dont un quart à peu près est dédié à l'offshore. Donc nos métiers, c'est le commissioning, la maintenance préventive corrective, l'inspection et puis le contrôle à distance des fermes éoliennes en mer. On a des références sur à la fois le posé, le flottant et tout ce qui est annexe, les sous-stations et les mâts, les bouées, etc.
Donc, pour ce qui est de l'ONM en éolien offshore, le sujet il est critique. Pourquoi? Déjà parce que c'est à peu près un tiers du coût du projet overall. Si on ramène ça au LCOE, bon, les études varient, mais grosso modo, on est plus ou moins à un tiers du coût du projet. Donc, c'est un impact qui est non négligeable. Et c'est des métiers qui sont très variés parce que la maintenance, ça regroupe une certaine variété de métiers. Aussi de la conduite à distance, de la coordination maritime. Au niveau de la phase opérationnelle du projet, on a encore beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Pour les acteurs comme nous qui viennent de l'éolien onshore, la transition vers l'offshore, elle nécessite quand même de s'adapter à un nouvel environnement. Donc le droit du travail classique ne s'applique pas et en tout cas est modifié et adapté à partir du code des transports comme ce qui s'applique dans le domaine maritime, à travailler par exemple 12 heures par jour sur une possibilité de travailler 14 jours d'affilée pour effectuer des systèmes de rotation de 14 jours et 14 jours de repos comme ce qui se fait classiquement aussi dans l'oil and gas et les autres industries maritimes. Donc, au niveau du posé par rapport au flottant, pour l'exploitation et la maintenance, il y a quand même une partie des structures, on le disait, qui peuvent être mutualisées. Donc, de la même façon que sur les ports, dans l'exploitation et la maintenance, on va quand même pouvoir bénéficier du retour d'expérience et des infrastructures qui ont été développées pour le posé. Les navires de transfert de personnel, les bases de maintenance, les stockages, les ateliers, etc. Tout ça, et les compétences des techniciens aussi sur la maintenance des turbines, par exemple. Tout ça, ça va pouvoir être mutualisé. Mais il y a quand même des spécificités au flottant. Déjà, beaucoup de sous-marins, beaucoup plus de sous-marins que ce qui est fait sur le posé. Donc, les ancrages, essentiellement les ancrages, mais même les structures en elles-mêmes ont une surface sous-marine plus importante et donc des besoins d'inspection sous-marine beaucoup plus réguliers. Et puis des mouvements qui peuvent être différents sur la turbine en fonction du type de flotteur. On pourra avoir des cinématiques très différentes au niveau aussi de l'éolienne. Le gros sujet aussi aujourd'hui de différence entre le posé et le flottant, ça reste le gros correctif. Donc pour une maintenance majeure, essentiellement sur la turbine, que ce soit un remplacement de pale, un remplacement de roulement de pale ou de génératrice dans sa globalité. Aujourd'hui, on parle de parcs qui peuvent être potentiellement plus éloignés des côtes, mais pas forcément, mais en tout cas qui ont des profondeurs d'eau qui ne permettent pas de venir, comme sur le posé, installer un jack-up et effectuer un remplacement de gros composants en mer. Donc, à ce jour, les moyens pour faire les remplacements de gros composants sur site ne sont pas encore robustes. Il y a beaucoup de choses qui sont en étude, des self-hosting systems, des grues autoportées, de différents systèmes. Aussi des navires pour faire ce qu'on appelle du floating to floating, donc travailler depuis un navire et qui puisse, avec une grue adaptée, travailler sur l'éolienne. Aujourd'hui, il y a très peu de navires dans le monde qui sont capables de changer une nacelle d'une turbine de 20 MW en flottant. Et c'est des investissements qui sont énormes. De même qu'on le disait sur le portuaire, c'est des investissements très importants avec des caractéristiques qui ne sont pas toujours très clairement définies. De la même manière, aujourd'hui, les turbines de demain, on ne sait pas exactement encore quel poids, quelle hauteur de moyeu, etc. Donc c'est difficile pour un armateur d'aller investir des milliards d'euros sur un bateau dont il n'est pas sûr qu'il remplisse les cases qui seront nécessaires d'ici quelques années. Donc c'est un sujet assez important. Et le retour à quai, qui du coup est la solution privilégiée aujourd'hui dans un avenir proche pour les maintenances correctives, ils vont nécessiter à peu près les mêmes moyens que les ports d'installation, en tout cas en termes de draft, en termes de moyens de levage, etc. Alors si c'est une machine, ça va être par contre des espaces de quai, etc. qui vont être réduits. Mais si c'est un rétrofit ou un défaut sériel, comme on a pu le voir sur certaines fermes pilotes, qui concernent toutes les machines du parc, on va en effet être sur un schéma quasi identique à l'installation initiale. Donc ça peut être vraiment très impactant. Et en termes de coûts, évidemment, on est dans ces cas-là sur des choses qui peuvent rapidement plomber les coûts d'OPEX d'un projet.
Donc ça doit être anticipé. Principal Power avait notamment partagé beaucoup de retours d'expérience sur le cas rencontré à Kincardine et la contractualisation par exemple en amont avec les ports pour anticiper ces correctifs majeurs, même si on ne sait pas quand ils arrivent, on souhaite qu'ils n'arrivent pas et peut-être avec une meilleure robustesse des turbines, etc., les améliorations technologiques, ça n'arrivera pas. Cependant, il faut le prévoir et l'anticiper. Et dans ce cas-là, un travail de proximité avec les ports est nécessaire pour que tout soit déjà en place et prêt dans les tiroirs, en quelque sorte, au moment où ça se produit. Au niveau de l'emploi et de la formation, on est sur des métiers qui sont en tension. Encore une fois, on rejoint un petit peu les problèmes de visibilité et aussi de cycle, un petit peu de travail. Donc, on a 2 effets de cycle sur l'exploitation et la maintenance. Par exemple, on a des équipes qui travaillent en commissioning, donc qui vont être impliquées dans les phases de construction. Et dans ces phases de construction, le travail va être très intense avec des équipes nombreuses mobilisées, potentiellement H24 en continu avec le système de rotation dont je vous parlais. Et puis, on va passer ensuite en phase de maintenance où où le volume d'activité peut être beaucoup plus réduit. Donc, c'est assez cyclique sur la vie du projet et c'est aussi cyclique potentiellement à l'année, donc ça peut être assez saisonnier avec des campagnes de maintenance quand les conditions le permettent, plutôt ce qu'on appelle les summer campaigns, les campagnes en été quand les conditions de mer sont bonnes et que les productions aussi sont plus faibles sur les turbines. C'est pas vrai partout, mais c'est un schéma qu'on rencontre quand même, notamment en mer du Nord. Ça sera peut-être moins vrai sur la Méditerranée où l'accès est plus facile en hiver, mais il y a quand même un effet de saisonnalité. Et malheureusement, on veut des équipes expérimentées, on veut des équipes qui aient du bagage, mais fidéliser de la main-d'œuvre avec cet effet de cycle, c'est un vrai challenge pour nous aussi au quotidien. Au niveau des formations, il y a énormément de besoins. Je dirais qu'il n'y a pas forcément énormément de différence entre le posé et le flottant à ce niveau-là. On va être sur les formations classiques GWO offshore avec la survie en mer, le travail en hauteur, évidemment les formations électriques pour le personnel qui est amené à travailler sur les turbines, sur les équipements achetés, etc. Il peut y avoir des spécificités sur certains flotteurs, par exemple pour les espaces confinés, s'il y a des ballasts à visiter, etc., s'il y a du ballastage actif notamment. Mais sinon, on est sur des packages assez similaires. Par contre, ce qu'on voit, c'est une tendance à l'augmentation des demandes en formation. Chaque année, il y a un peu des nouveautés, et on est sur des renouvellements très fréquents tous les 2 ans d'un package de formation qui prend 2 semaines quasiment par technicien. Donc, c'est très impactant aussi pour l'immobilisation de nos ressources. Et puis, c'est un investissement conséquent. Voilà, et qui a tendance à se durcir en plus. On voit qu'en Allemagne, ils n'acceptent plus, par exemple c'est anecdotique, mais ils n'acceptent plus les recyclages de premiers secours. Ils ne veulent que des formations initiales. Donc ça veut dire au lieu de faire une demi-journée, il faut refaire tous les ans une journée complète pour chacun de nos techniciens. Et c'est très cumulatif, ça dépend aussi des projets. Donc au global, c'est pour les compagnies de services comme les nôtres, c'est très impactant et pour nos personnels aussi. C'était tout pour moi. Je te remercie Aurélie. Je propose de donner la parole à Mathieu Rualdès de BW-Ideol pour nous caractériser davantage, on va dire, les enjeux industrialo-portuaires. Alors, hop là, je ne sais pas si ça n'a pas l'air d'avancer. Petite zapette fait des siennes. Je ne sais pas si en régie, sur la présentation de BW-Ideol. Alors, on est déjà à la fin. Ah bah voilà, magnifique. Attends. Merci Mathieu. Oui, donc je vais vous présenter un petit peu les enjeux du point de vue de BW-Ideol, qui est une société donc, créée il y a plus de 13 ans sur la base d'un concept innovant de fondation flottante de type barge, qu'on appelle communément le dumping pool, et qui a été breveté. Donc je vais essayer d'être assez bref, et néanmoins, voilà, BW-Ideol est comme on dit, un pure player, c'est-à-dire qu'on est seulement actif dans le flottant. On a une équipe
plus de 80 personnes, dont 90% sont des ingénieurs spécialisés vraiment dans le flottant, l'architecture navale, le génie des structures, la construction et l'installation, et aussi l'exploitation et maintenance. Basé principalement à La Ciotat, donc à côté de Marseille, mais aussi au Croisic pour la gestion de l'exploitation et maintenance de notre démonstrateur FloatGen. Voilà, nous, outre FloatGen, on a aussi conçu un démonstrateur qui s'appelle Hibiki, qui se situe au Japon, au large de Kitakyushu, de 3 MW. Nous avons aussi conçu donc, les flotteurs qui sont en cours de construction donc pour Eolmed à Port-la-Nouvelle. Et par ailleurs, nous avons récemment remporté un projet d'1 gigawatt dans le cadre de l'appel d'offres ScotWind, donc le projet Buchan, qui est en cours de développement. Notre objectif, c'est de continuer ces développements de projets avec plus de 10 gigawatts à horizon 2030, avec aussi le soutien actif de notre actionnaire principal, BW Offshore. Et c'est pour cela que les deux axes, je dirais, de développement pour BW Ideol, c'est d'une part le co-développement de projets. Nous investissons dans les projets en développement avec des partenaires. Et deuxièmement, la fourniture de services, alors d'ingénierie, de design et conception, mais aussi plus largement d'EPCI complet, qui inclut donc tout le package flotteur au sens large du terme, c'est-à-dire sa construction, mais aussi ses ancrages et son installation en mer, et son exploitation. Je vais un peu donner le point de vue d'Ideol sur sur les aspects de spécialisation. Et en effet, on est bien conscient que les infrastructures portuaires, qu'elles soient françaises, mais aussi autre part en Europe ou dans le reste du monde, ne sont pas nécessairement adaptées et même avec des améliorations conséquentes, accueillir l'ensemble des activités qui touchent à la construction, à l'installation et à l'exploitation des fermes éoliennes. Et en cela, il y a des spécialisations particulières et donc des synergies très intéressantes qu'on peut voir et qu'on constate aussi notamment sur la façade atlantique. Et je traite aussi, alors en tant qu'Ideol, notre technologie est constructible à la fois en acier et en béton. Je vais me focaliser sur un aspect béton puisque c'est le matériau qu'on privilégie pour des séries, de larges séries, donc des fermes éoliennes, je dirais, importantes telles qu'elles sont considérées aujourd'hui dans les appels d'offres de taille industrielle. Premièrement, la construction et la mise à l'eau, donc c'est vraiment la première phase du projet. Et là, en effet, la contrainte principale, c'est le foncier, avec aussi des portances au niveau des sols et des quais très importantes. Alors pour nous, c'est surtout au niveau du système qui va permettre de faire glisser et ripper les flotteurs. Il faudra aussi accueillir, je dirais, des zones de stockage ou des ateliers de préfabrication qui accueillent à la fois les matériaux de base, les matières premières, pardon, mais aussi les aciers, les centrales à béton, etc. etc. Et ensuite les quais pour la mise à l'eau. Ce sont des travaux de préparation qui sont importants. Les investissements aussi sont significatifs, pour ne pas dire colossaux. Et en effet, dans ce cadre-là, l'anticipation des travaux et donc en amont de cela, des études sont clés. Et je dirais, en aval de cela, les volumes et la visibilité sur les volumes aussi sont forcément nécessaires afin d'être capable de dimensionner les installations pour la construction. Au-delà de ça, en effet, on a un outil de production à sécuriser concernant la construction avec des moyens assez spécifiques qui sont néanmoins utilisés très largement dans la construction à la fois portuaire mais aussi plus largement dans le génie civil, mais qui néanmoins sont conséquents pour pouvoir répondre aux demandes du marché. Une fois la coque construite et mise à l'eau, on a aussi l'assemblage turbine. Et là, je dirais c'est une autre typologie. Je dirais la contrainte principale, elle se situe principalement sur le quai, avec des linéaires de quai importants et des portances aussi significatives. Pour nous, BW Ideol, l'assemblage turbine, c'est quelque chose qui se fait depuis le quai. Donc on a la possibilité d'utiliser des grues à quai, mais qui forcément seront de force capacité avec
quais renforcés. Bon, il y a ensuite, bien entendu, les espaces de stockage permettant la logistique pour le stockage temporaire des éléments de la turbine aussi est clé. Les linéaires de quai, pas seulement pour l'assemblage, mais aussi pour accueillir les bateaux qui viendront apporter les pièces aussi sont à prendre en considération. Un autre point, bien sûr, mais c'est sur les autorisations et les cohabitations d'un point de vue aérien. On a forcément quand on parle des éoliennes les plus grosses, des hauteurs de pales qui sont très importantes, et là on peut avoir des conflits d'usage avec l'aérien, militaire ou même radar. Un point aussi à ne pas négliger, c'est la logistique d'installation. On a un certain nombre d'équipements d'ancrage, donc des lignes. Alors pour ce qui nous concerne, BW Ideol, ce sont des lignes synthétiques, mais aussi un peu de chaîne, des ancres, qu'il faudra stocker en attendant qu'elles soient préinstallées sur le site. Et à ce titre-là, un espace de stockage avec une certaine portance, alors moins importante que pour la construction, mais une portance, et puis les espaces pour accueillir les navires d'installation. Et ces navires d'installation vont aussi générer un trafic supplémentaire qui sera nécessaire aussi de prendre en compte et instaurer aussi un dialogue avec le port pour ne pas avoir de conflit d'usage. Alors là, je reviens un peu en arrière. C'est vrai que sur le stockage temporaire, je dirais que c'est une phase qui se situe entre la fin de la construction, la mise à l'eau et l'installation de turbine. Le site de construction, en effet, tourne toute l'année pour avoir des flotteurs à l'eau. L'installation se situe principalement pendant les phases plutôt estivales. Donc à ce moment-là, il va falloir un stock tampon. Plusieurs possibilités sont possibles. Le stockage alors à bord à quai, ou alors le stockage dans une rade abritée, soit amarré, ou bien éventuellement aussi de l'échouage avec certaines contraintes, mais qui sont réalisables. Là aussi, pour finir sur le stockage, les surfaces aussi en jeu sont importantes, et je dirais là encore c'est une contrainte à prendre en compte, notamment avec les autres usagers du port. D'un point de vue de l'opération et maintenance, donc on a aussi en ce qui nous concerne, on a un retour d'expérience assez intéressant avec Floatgen qu'on exploite maintenant depuis plusieurs années. Là, bien sûr, on a de la maintenance courante avec une base de maintenance, mais je dirais que c'est quelque chose de classique et qu'on retrouve aussi sur le posé, pas d'exception vraiment sur le flottant. Je dirais la particularité est plus sur la maintenance lourde, où Aurélie a bien entendu souligné les nécessités, les spécificités sur les équipements sous-marins, les éventuels retours au port. Pour ce qui me concerne, l'avantage est que la barge en fait, a un tirant d'eau suffisamment faible pour envisager un retour au port qui aura été utilisé pour l'installation. Donc c'est un avantage. On considère aussi aujourd'hui dans nos études la maintenance lourde aussi offshore, avec un certain nombre de contraintes, et qui reste aussi encore à démontrer, mais c'est un chemin que nous prenons, et les comportements aujourd'hui de la fondation flottante nous permettent de sérieusement envisager ces solutions-là. Pour conclure, je vais rebondir aussi sur les nécessités de visibilité du marché, dimensionnement des outils de production, alors plus focalisé sur la construction. On mène depuis plusieurs années des études sur nos méthodes de construction, sur comment notre fondation Damping Pool en béton est peut-être produite sur des cadences suffisamment élevées pour répondre aujourd'hui à des appels d'offres de l'ordre du gigawatt, et donc des cadences de production élevées. Tous les projets ne sont pas forcément de cet ordre de grandeur. On a d'une part des projets un peu de taille, je dirais, moyenne, tels qu'on voit aujourd'hui sur les appels d'offres français. Et là-dessus, on a un outil de production spécifique qu'on met en place. C'est de la construction, je dirais, très conventionnelle, sur plot, du coffrage conventionnel. Typiquement celui qui a déjà été utilisé pour le projet de Fécamp au Havre, donc avec des portances de sol relativement modestes, et qui permettent donc de s'adapter à un certain nombre de sites, des demandes de foncier à partir de 15 hectares, et donc pour des projets, des cadences de production, je dirais entre 10 et 15 éoliennes par an, et donc pour des projets de dimensionnement de 500 MW. Passant au-delà,
On propose aussi un outil de production de type ligne de production, donc ce qu'on appelle un coffrage glissant. Et encore une fois, c'est pas vraiment une révolution. On utilise les technologies qui sont disponibles et qui ont déjà été prouvées sur la construction portuaire et de l'infrastructure portuaire. J'en illustration un chantier des phages travaux publics au Sénégal pour le projet dit Tortue, où là on a adapté donc, sur la partie haute ce type de technologie et de technique de production à une ligne simple qui permet de répondre à un projet typiquement d'environ 1 gigawatt, puisqu'on est capable de produire environ sur un rythme de production stable 30 fondations par an. La contrainte étant bien sûr la portance du sol, ou sur les lignes de ripage, on est sur des portances de 30 à 35 tonnes en fonction des fondations. Mais sur le reste du site, pour les espaces de stockage, sur des portances entre 6 et 10 tonnes par mètre carré. Donc c'est tout à fait raisonnable. Au-delà de ça, on envisage aussi des lignes de production doubles qui permettent là d'aller forcément sur des cadences beaucoup plus élevées et des parcs plus élevés. Alors je dis parc, mais j'ai envie de dire aussi marché, puisqu'on envisage aussi, en tant que BW Ideol, on envisage en effet ces outils de production, non pas sur un seul appel d'offres, mais aussi on essaie d'anticiper, je dirais, l'ensemble des marchés. Et là, je me permets de rebondir en effet sur les messages qui ont été passés par la filière, sur la nécessité en effet de visibilité sur les volumes d'appels d'offres, mais aussi sur les calendriers, qui nous, de notre point de vue de flottoristes et aussi de contractants EPCI, proposer des outils de production qui sont adaptés au volume que la filière attendra. Je vous remercie. Merci Mathieu. Avant de passer la parole à Marine, j'ai une petite question. Mathieu, tu as détaillé en fait 5 phases qui sont importantes, la construction mise à l'eau, l'assemblage turbine, logistique, installation, stockage temporaire et O&M. Je n'ai pas retenu, j'ai pris des notes. Ce que j'ai l'impression, c'est quand même sur les 4 dernières phases, c'est assez technologiquement neutre. Quel que soit le type de techno, on aura besoin de stockage, on aura besoin de zones tampons, on aura besoin de maintenance. En revanche, il y a une phase qui est la première, qui est celle de construction et mise à l'eau, qui est la phase qui, a priori, va demander le plus d'investissement. Est-ce qu'on a une petite idée? Alors la question, elle s'adresse à toi comme au port, finalement, qu'on réfléchit au sujet, j'imagine. Quelle est la part d'investissement qui est on va dire, techno-dépendante, où on prend directement, on va dire, entre guillemets, un parti pris, et qu'est-ce qui est la part d'investissement qui est plutôt, on va dire, agnostique? Parce que je pense que les choix industriels, finalement, sont pas neutres, surtout si on veut les anticiper. Est-ce que c'est... voilà, c'est une question ouverte, hein, je ne sais pas si ça a été réfléchi, mais c'est... Voilà. Alors moi, je peux assez difficilement parler de technologies concurrentes, même si on comprend un peu les contraintes inhérentes. C'est vrai que notre approche, elle est en fonction des projets, des ports qui sont disponibles, de proposer, de dialoguer, d'instaurer un dialogue avec les ports vis-à-vis des surfaces qui sont disponibles, l'état des sols aussi. Et on verra en fait le montant des investissements. Le montant des investissements en fait va forcément déterminer l'intérêt pour le projet. On est capable ensuite de s'éloigner. Le site de construction a l'avantage entre guillemets on n'est pas forcé d'être très proche du site d'installation. C'est plus l'assemblage turbine où les contraintes pour le remorquage sont plus fortes. Donc une fois qu'on a un flotteur avec une turbine assemblée, on ne veut pas être trop loin du site d'installation. La construction peut être un peu plus éloignée, donc on a un choix un peu plus large de port si jamais il y avait des contraintes à la fois sur la surface disponible, sur les renforcements de sol, sur le quai. Voilà, c'est notre point de vue, mais on essaie je dirais, pour apporter le point de vue d'Ideol, on a une flexibilité assez forte, notamment grâce à l'occupation, à la dimension de notre fondation qui ne va pas au-delà de 60 mètres pour les plus grosses éoliennes. Avec un tirant d'eau maximum de 12 mètres pour la mise à l'eau, donc qui offre en fait une flexibilité assez importante. Antoine, tu voulais peut-être réagir? Oui, effectivement, le vrai enjeu de l'éolien flottant, c'est l'industrialisation finalement, contrairement à l'éolien posé où on a 2 à 3 fondations qui se ressemblent à peu près toutes. Et on le voit, le port de La Rochelle a très bien su s'adapter à l'éolien posé pour construire la Saint-Nazaire et Lyon-Noirmoutier qui arrive. Sur l'éolien flottant, c'est vraiment une particularité avec un type de flotteur qui est complètement différent, des méthodes de mise à l'eau ou de construction qui sont différentes. Et c'est pour ça qu'on défend aussi la filière, et je pense que tout le monde défend une approche un peu nationale de portuaire, et que chaque port n'essaye pas de remporter le marché national parce que c'est impossible.
Et la complémentarité des ports, finalement, fera la réussite de la filière industrielle française. C'est le cas sur le posé déjà, parce qu'il n'y a pas que un hub logistique, mais il y a de multiples ports qui sont mis à contribution sur la construction. Mais c'est d'autant plus vrai sur le flottant, donc je pense que ça prend du sens. Merci Antoine. Tu as parlé de complémentarité portuaire. On a un sujet qui est la complémentarité au niveau des TPE, PME et ETI qu'on retrouve dans les clusters, dont beaucoup en fait sont des entreprises qui sont plutôt, contrairement aux pure players comme BW sont plutôt des entreprises de diversification. Donc Marine, qui représente donc, du coup France Offshore Renewable, donc une association, un groupement des clusters régionaux. Est-ce que tu peux éventuellement nous en dire plus à la fois sur cette organisation intercluster qui va dans ce sens-là, et puis également, dans un second temps, les attentes qui sont formulées pour les prochains appels d'offres, notamment, ou même actuellement, d'ailleurs, pour les parcs éoliens à construire et rapidement. Donc France Offshore Renewable, en fait, c'est l'alliance des différents clusters régionaux français. On couvre, comme vous pouvez le voir sur la carte, en fait, l'ensemble des façades. On travaille ensemble depuis 2021. La marque, effectivement, on l'a mise au goût du jour. On a publiquement annoncé qu'on travaillait ensemble l'année dernière. Mais on travaille déjà depuis plusieurs années tous ensemble, en fait, les différents clusters régionaux. On peut travailler par projet, une ou deux régions, une seule région sur le projet, ou en interrégion, ou alors plus collectivement en fait, sur des actions qui ont des portées plus nationales ou internationales. La phase visible de ce qu'on connaît, de ce que font les clusters, c'est ce qu'on appelle communément la charte d'engagement du contenu local, qui défend une filière française et l'accès des TPE, PME et ETI à ce marché-là. La phase qu'on va un peu moins voir, plutôt en face cachée, c'est toutes les propositions en fait, qu'on va faire auprès de l'État pour faire évoluer les cahiers des charges en faveur toujours de nos TPE, PME et de manière complémentaire à ce que peuvent proposer les syndicats, souvent partagés avec les syndicats. On va faire aussi remonter à l'État tout un certain nombre d'expériences, puisque du coup aujourd'hui on ne peut plus dire que la filière n'existe pas en France, puisqu'on a déjà des parcs installés en exploitation, qu'on en a plusieurs en construction sur plusieurs façades. Donc on échange régulièrement là-dessus, on partage nos expériences, les difficultés d'accès de nos TPE, PME ou de ce qu'on pourrait améliorer. Donc voilà, on fait remonter ça sur des points concrets. Et puis des actions communes de promotion, comme on peut faire sur des salons nationaux comme FAUT ou à l'international sur Wind Europe. Et comme le sujet du contenu local et le sujet de manière générale de travail d'accès des TPE, PME au marché n'est pas qu'un sujet français, on travaille aussi en fait à l'échelle européenne avec nos homologues des autres clusters des différentes régions pour essayer de faire bouger les choses au niveau de l'Europe. En termes d'attentes, du coup c'était ta deuxième question, les attentes en fait pour nous elles sont assez multipartites. On n'a pas des attentes envers une seule personne mais plutôt assez globalement. La première elle serait effectivement, et ça a été dit par Antoine aussi, envers l'État. Notamment sur la part l'évolution des critères et des constructions du cahier des charges. Pour nous, bien évidemment, on souhaite que le critère prix ait une part moins importante, ça ne surprendra personne. Et surtout que les critères hors prix, en fait, soient vraiment discriminants. Qu'on puisse déterminer les différents candidats aussi là-dessus et en faveur, forcément, pour nous, du contenu local. Le deuxième point qui a été abordé par tout le monde et qu'on rejoint totalement, c'est la visibilité sur le calendrier et l'accélération des procédures. Pour nos TPE, PME, ce qui est important, c'est que nos clients, qui sont les rangs 1, soient en bonne santé. Des clients des rangs 1 en bonne santé, c'est des rangs 1 qui ont des commandes et qui du coup ont de la visibilité aussi sur le marché. Donc forcément pour nous, on a tout intérêt aussi là-dessus. Le troisième point sur nos attentes envers l'État, qui est du retour d'expérience des différents parcs aussi, c'est un contrôle en fait sur le terrain de l'application du droit du travail français. Aurélie a mentionné les efforts qu'ont fait plein d'entreprises pour adapter les conventions collectives et tout le travail qui a été fait sur l'emploi en France. Aujourd'hui, on a plein de compétences, plein de choses. On a des entreprises européennes, le marché est largement ouvert et on en est très heureux. Et du coup, on souhaite aussi que l'État fasse bien appliquer le droit français sur les parcs et l'exploitation des parcs.
Et le dernier point envers l'État, il serait sur la partie donc, en amont, au niveau des candidats présélectionnés pour les appels d'offres. Les expériences des derniers appels d'offres, on s'en dit qu'on y avait beaucoup. Et nous, le retour d'expérience, en tout cas qu'on en a, c'est que du coup, beaucoup de candidats, beaucoup de sollicitations pour l'État, pour nous, et des candidats qui potentiellement auraient pu candidater, d'autres pas, certains qui ne vont pas au bout. Et donc, on souhaite en tout cas apporter des contributions auprès de l'État là-dessus, du coup, pour essayer de faire gagner du temps à tout le monde sur les critères de sélection aux appels d'offres. Pour la partie de l'État, sur nos attentes, on en a plein d'autres des attentes. On en a aussi de manière générale, envers les collectivités qui du coup sont partie prenante des projets et dont on pense que du coup elles sont un facteur clé d'acceptation aussi de nos parcs. On souhaite qu'elles s'impliquent fortement sur les projets et dans la filière de manière générale, puisque du coup, à l'échelle de la France, on a un certain nombre de disparités en fonction des différentes collectivités. Nous, on le voit, on a même nous-mêmes cluster différentes organisations. Et donc, on est plus ou moins soutenu par les collectivités, régions, agglos, départements. Et donc, forcément, nous, on souhaite un engagement encore plus fort des collectivités qui participent activement au débat, à la planification, mais au-delà du débat, qu'elles aillent aussi activement dans le développement des projets, qu'elles accompagnent aussi les lauréats là-dessus. Et puis pourquoi pas en fait qu'elles aillent jusqu'à s'engager pour nous financièrement aussi auprès des lauréats ou auprès des candidats pour participer à la gouvernance aussi des projets, parce qu'on pense nous en tant que cluster qu'elles ont toute leur place. Et puis le dernier point pour elles, ce serait qu'elles attirent des nouveaux rangs 1 sur le territoire en France. Certaines régions en sont plutôt bien dotées, d'autres un peu moins. Et donc on pense qu'on a tout intérêt, par rappeler les chiffres des besoins de fabrication d'usines, on souhaite aussi que les collectivités s'engagent totalement là-dedans et fassent s'implanter des nouveaux rangs 1 en France qui du coup apporteront du travail et de la visibilité à nos entreprises. Et puis notre dernier point, ce serait les attentes en fait envers les lauréats, développeurs et lauréats. La charte d'engagement du contenu local, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est la phase visible. La plupart des candidats sur tous les appels d'offres l'ont signé ou sont en passe de la signer, cette charte-là, qui favorise l'accès des TPE-PME. Il y a une version qui est à destination des rangs 1, qui est déjà signée par un certain nombre de rangs 1. Et donc, on souhaite forcément que les candidats, et puis quand ils seront lauréats, appuient cette charte-là et favorisent aussi la signature. Et alors, s'ils ne signent pas, si les rangs 1 s'engagent en faveur de nos PME, ça nous va bien, mais que du coup, ils appuient ce travail-là, clairement, et puis qui, du coup, par là même, en fait, qui facilite le dialogue entre nos PME et les rangs 1, puisque, tu l'as dit, ce ne sont pas des pure players. Ils ne connaissent pas aussi bien que les personnes qui sont autour de la table ce marché-là, et donc ni les codes du marché. Et si on veut qu'ils n'aillent pas sur d'autres filières et qu'on garde les emplois, du coup, il faut les aider à apprendre ces codes-là. Voilà. Merci beaucoup Marine, super complet. Quand on parle des rangs 1, alors pour ceux qui ne savent pas, on parle surtout des turbiniers, des fabricants d'éoliennes. Donc on a la chance d'en avoir 2 en France, avec GE et Siemens Gamesa. Ce sont aussi les fabricants de sous-stations, on a la chance d'avoir les chantiers de l'Atlantique. Ce sont également les armateurs, les gens qui posent des câbles, les gens qui font notamment des pièces de transition. Là, pour le coup, on n'en a pas en France, donc welcome sur nos infrastructures portuaires. Donc c'est vraiment toutes ces chaînes de valeur qui va drainer derrière en fait une grosse partie de l'économie industrielle au niveau des PME, des PME. Puis j'ai noté que tu as parlé du critère prix. Antoine, tu me contrediras, c'est pas ça, mais grosso modo, la répartition des critères aujourd'hui, c'est 70% sur le prix, 30% répartis sur les enjeux socio-éco et les enjeux environnementaux dans un relatif équilibre selon les tendances, que globalement, les 30%, le système de notation fait que tout le monde arrive au taquet des points, et que du coup, ce sont les 70% qui sont prédominants, et donc du coup, qui tirent les prix vers le bas pour gagner des appels d'offres, et donc du coup, en tirant les prix vers le bas, on assèche la chaîne de valeur depuis le lauréat qui ne va pas pouvoir vendre cher son énergie, donc du coup, aura moins de budget pour acheter ses éoliennes, ses sous-stations, etc., et par incidence, moins faire appel à la chaîne de valeur. Et donc c'est bien des enjeux qu'on a l'air d'entendre. Hier matin, j'étais à Nantes sur la RML, c'était les élus, c'est ce qu'ils demandaient,
Alain Rousset, c'est également ce qui demande actuellement aussi que les tarifs soient moins prédominants dans le système de notation. Ça peut peut-être justement des réactions. Oui, non, effectivement, c'est en tant que candidat aux appels d'offres, on est un peu schizophrène parce qu'on a à la fois l'État qui nous dit faites le moins cher possible et le plus vite possible, et on a des clusters, des collectivités qui à juste titre nous disent essayez de faire ici et à notre rythme parce qu'on n'est pas forcément prêt. On a besoin d'adapter nos ports, de se mettre à niveau sur les formations. Voilà. Donc nous, on doit composer avec ça, c'est pas forcément évident. Mais il y a eu des réussites, comme tu le disais, il y a plusieurs usines en France. Enfin, un tiers des usines européennes sont situées en France et un tiers du marché ne l'est pas. Donc c'est qu'il y a eu une incitation à un moment donné à le faire. Les 2 premiers appels d'offres ont eu un cahier des charges extrêmement incitatif sur la création d'usines. Alors, on ne peut pas refaire les mêmes parce que maintenant c'est fait, mais on peut, je pense, trouver un équilibre entre les premiers cahiers des charges et ceux actuels. Alors, c'est difficile de trouver des critères discriminants, objectivables, de ne pas retomber dans une subjectivité qu'il y a pu avoir. Mais je pense qu'à l'échelle, il y a d'autres pays déjà qui y arrivent et c'est possible de le faire pour que nous, en tant que candidats, on puisse être un peu plus à l'aise sur les engagements qu'on prend et sur la réalité industrielle de ces projets. Essayer de les faire les moins chers possible, on va aller dans le mur à un moment donné. Je ne sais pas si les interventions appellent à d'autres commentaires ou si au niveau de la salle, il y a des questions que vous pouvez souhaiter poser en direct à nos sympathiques intervenants. Je ne sais pas si on peut amener un micro peut-être au fond ou j'amène le micro tout simplement. Merci beaucoup, François Soulet de la UTF. Une question, une éolienne flottante, c'est quoi du point de vue juridique? Parce que c'est bien de mettre des éoliennes flottantes partout, mais si je tape dedans, je tape dans quoi? Je crois que c'est en cours de définition, justement. C'est pas pour ne pas répondre à la question, mais il y a des discussions en cours avec l'État et les services de l'État pour essayer de caractériser l'objet éolienne flottante. Ouais. S'il peut y avoir d'autres questions, maintenant j'ai un associé dans la salle qui peut donner le micro, donc profitez-en. C'est pas une question, mais c'est une remarque et un sujet sur lequel nous on est très en amont, hein, puisque effectivement on n'a pas encore eu d'installation et encore moins de flottants, mais on s'intéresse à la question de la prise en compte du cycle de vie des matériaux en tant que critère d'attribution des offres, que ce soit dans les origines des produits, mais aussi dans le décommissioning des éoliennes, la question du recyclage, la question de la sobriété. Et il nous semblerait que ce soit un élément intéressant qu'il faille creuser, qui puisse aussi nous permettre d'améliorer les retombées et le circuit local. Alors c'est déjà le cas dans le cahier des charges de l'appel d'offres numéro 5 est public. L'appel d'offres numéro 4 et numéro 5 est public. C'est déjà le cas pour MA, PAL et Nacelle, avec des engagements à prendre en pourcentage de recyclabilité ou de réutilisation. Donc c'est... À force, certains critères deviennent des conditions d'admissibilité, même pas forcément des critères de notation. En tout cas, c'est bien pris en compte. Merci. La salle, si. Donc Marc a le micro, profitez-en. Sinon, il va chanter, donc je vous conseille d'utiliser le micro à sa place. Je vois que tout le monde veut prendre le risque. Écoutez, je vous propose d'en terminer là. Merci.